présidence et moi la vice-présidence du Parlement de la communauté française, et je gardais de cette complicité, je crois qu'on peut parler comme cela, un excellent souvenir qui s'est rappelé à moi lorsque Antoinette, après avoir lu Perdition, a téléphoné pour me dire qu'elle avait bien aimé ce qu'elle avait lu. Et comme Evelyne Gessler avait obtenu que nous puissions nous rencontrer en cette librairie importante à Bruxelles, j'ai pensé que Antoinette pourrait m'y accompagner et mener, moi, avec vous, un entretien sur ce qu'il y a dans ce roman, et peut-être dans celui aussi qui l'a précédé, qui s'appelle Aimé César. Voilà. Un tout grand merci d'être là, un tout grand merci à Antoinette d'avoir répondu à mon invitation et à Evelyne d'avoir suscité cette rencontre. Voilà, merci Evelyne d'avoir suscité cette rencontre. Je dois dire à Pierre que c'était beaucoup plus que de la complicité, c'était vraiment de l'amitié. On croit toujours que le monde politique est dur, plein de coups fourrés. Eh bien, c'est pas du tout ça que j'ai ressenti à la communauté française dans son ensemble, mais vraiment, pour Pierre, j'ai vraiment d'amitié. Et j'ai été ravie d'apprendre qu'il s'adonnait à ce qui a été tellement important dans la vie, c'est-à-dire les livres et la littérature. Donc, j'ai commencé par le deuxième volume, qui est Perdition. On va y passer un peu. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'atmosphère, j'ai beaucoup apprécié le travail extraordinaire, un travail d'historien vraiment, que Pierre avait montré dans ce livre. Moi j'ai cru à l'existence du trésor, je suis très très bonne spectatrice et très bonne lectrice, et puis j'ai lu le livre Haïr César, et je voulais poser tout de suite une question à Pierre. Il y a un point d'interrogation dans le titre. Est-ce qu'il faut ou il ne faut pas haïr César? Et pendant tout le livre, avec tout le livre, je me suis dit, c'est tout à fait comme tous les très grands personnages de l'histoire. Ce sont des personnes tellement complexes, tellement compliquées, qui ont des vies tout à fait passionnantes, qu'au bout du compte, on est très hésitant, hein. Il y a du bon et il y a du mauvais, c'est la même chose avec Napoléon, j'en parlais avec Pierre et nous avions eu du temps de faire une petite conversation dans la voiture avant d'arriver ici. Charlemagne, Napoléon, tous les grands hommes de l'histoire, on peut toujours mettre un point d'interrogation. Ceci dit, il y a quand même des choses plus particulières avant de parler de choses plus générales. Je vous en veux quand même. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec Alana. Vous la laissez tomber comme ça. On n'en parle plus à un moment donné. Elle s'en va, elle quitte enfin c'est son mari qui part à Rome, elle s'en va avec. D'ailleurs, elle est un peu légère, hein, entre nous. Elle tombe amoureuse rapidement. Antoinette m'entraîne dans un autre livre que celui que je suis venu présenter, mais ça ne me dérange absolument pas. C'est vrai que il faut que je vous raconte une anecdote. Et donc, j'ai quitté l'enseignement et la quatrième latine à laquelle j'avais avec mes élèves abordé l'étude de ce qui les touchait de très près, c'est-à-dire la défaite que César avait subie dans la vallée du Gers, le Gers étant la petite rivière qui passait à Warel, où il a perdu, tenez-vous bien, 10 000 hommes en une journée. Est-ce que vous vous rendez compte, 10 000 hommes dans une journée? Il a été entraîné dans un piège par Ambiorix, le roi des Égurons, et dans la vallée, son avant-garde est bloquée par les Égurons, l'arrière-garde est bloquée, toute retraite est impossible, et sur les flancs, les soldats attaquent et tuent, et tuent, et tuent. Or, l'armée n'a pas pu s'organiser comme elle s'organise d'habitude, les flancs ne sont pas protégés, et donc c'est un massacre. Nous sommes en 53 avant Jésus-Christ. César ne peut pas laisser impuni ce massacre de ces légions. Il doit faire rapport chaque année au Sénat de Rome, il fait rapport, et il dit
il attribue ça à une dispute entre ces deux généraux, Sabinus et Cotta, pardon. Et l'année suivante, évidemment, c'est la vengeance. Et la vengeance, elle s'exprime comment? 9 légions, 54 000 hommes armés viennent dans cette petite région qui est au nord de la Meuse, à partir de Louis jusqu'à Liège, et à l'ouest de la Meuse, c'est la SBI d'aujourd'hui. SBI et Aspronegau, ce sont les deux régions, l'une de région wallonne, l'autre de région flamande. C'est le même peuple. Et César tue, au point que, au terme de sa narration, il dira: s'il reste un être vivant sur cette terre, je ne sais pas comment il passera l'hiver, il n'y a plus rien à manger. Il a tué le bétail, il a abattu les arbres et évidemment il a massacré les populations. Ça se passe en 52 avant Jésus-Christ. Et ce général qui est parmi les brillants stratèges de l'humanité revient 2 ans plus tard avec ses légions sur cette terre où il n'y a plus rien. Pourquoi ramener les légions sur cette terre où il n'y a plus rien? C'est la question que je me suis posée en relisant La guerre des Gaules, et c'est de cette énigme qu'est né le premier roman, mais aussi le deuxième, parce que la réponse, elle est probablement dans la recherche de l'or. César va entreprendre en 58 la conquête des Gaules parce qu'il veut débarrasser Rome de la crainte des Gaulois, mais aussi parce qu'il a besoin d'or pour mener à bien sa conquête du pouvoir à Rome. Il lui faut de l'or. Il va en trouver. Il va en trouver tellement que, avant la fin de la campagne de Gaulle, le cours de l'or va baisser de 25% dans les provinces et à Rome, tant il y en a sur le marché, mais il n'en a jamais assez. Et il revient en Ligurie, donc dans la SB d'aujourd'hui, aux environs de Tongres, aux environs de Waremme, aux environs de Tire-le-Mont, de Louvain. Il vient chercher l'or qu'il n'a pas trouvé 2 ans plus tôt. Et il ne le trouvera pas. Il ne le trouvera pas. Et c'est parce qu'il ne l'a pas trouvé que j'ai écrit le deuxième roman de Perdition. Mais avant d'arriver à Perdition, je voudrais répondre à la question quand on pose: faut-il haïr César? Nous avons reçu une civilisation et nous avons perdu des vies. À vous de juger. Mais je vous amène maintenant, non plus au dernier siècle de la civilisation antique, mais en 2011. En 2011, on va essayer de retrouver ce trésor. On va essayer de retrouver ce trésor. On ne sera pas seul à essayer de le retrouver, car à l'époque dont je vous ai parlé, l'époque romaine, une courtisane libanaise a pu soutirer des informations à un des rares Gaulois qui sait où est le trésor. Et elle en a fait part à ses frères qui vivent toujours à Tyr. Et dans la montagne du Liban, dans la plaine du Liban, dans une civilisation orale, on se raconte les choses, et on raconte cette histoire de la courtisane qui a ramené de Rome le souvenir d'un trésor merveilleux enterré dans la terre des Galates, car nous sommes des Galates. Et le souvenir en reste. Le souvenir en reste, si bien qu'au moment des croisades, quand nos bons croisés, là, animés d'une foi extraordinaire et de sentiments qui le sont moins, arrivent en Terre Sainte. Ils ont évidemment des contacts avec la population, et on peut imaginer des Hobros et Sbignons au lit avec de jolies Libanaises, dirait-on aujourd'hui, et sur l'oreiller, on le sait bien, des confidences se font, et on interroge ces Hobros et Sbignons sur la terre où ils habitent. Est-ce qu'il n'y aurait pas un trésor? Ils ne savent pas. Mais les Libanais, eux, au XVIe siècle, ils ont envoyé une mission chercher à découvrir ce trésor. Ils l'ont trouvé. Il y a tellement de pièces à prendre, ils n'ont pu en prendre qu'une partie. Ils n'auraient pas pu repartir vers le Liban chargés de la totalité du trésor. Et ces Libanais vont encore revenir pendant la guerre civile, et même chose, ils ne pourront pas tout emporter. Mais le trésor est toujours là, est toujours très important.
Et ces Libanais du XXIe siècle vont mettre la pression sur un professeur de l'université de Liège, qui est spécialiste de l'histoire de l'Antiquité, et ils vont lui mettre la pression pour qu'il cherche à leur place ce trésor enfoui dans la terre de Hesbaye. Et c'est un véritable chantage qu'ils vont exercer sur lui pour obtenir qu'il mobilise ses étudiants. Ça tournera mal, mais les étudiants ont eu, eux, les stimuli qu'il fallait pour aller de l'avant. Ils vont de l'avant, on va trouver le trésor, on va réaliser le trésor, on va voir ce qu'il y a dans le trésor, et notamment des pièces d'une orfèvrerie extraordinaire. Cette image est celle d'un riton, comme on appelait cela, c'est-à-dire un verre, un récipient dont on boit, dont on tire le vin que l'on boit. Et voilà. Ça, c'est en argent et en or. C'est tiré du trésor des traces, de l'or des traces. J'ai vu l'exposition l'or des traces lors d'une mission que Madame Spaak m'avait confiée pour présenter la communauté française dans les anciens pays de l'Est. Et j'ai pu voir à Sofia l'or des traces. C'est extraordinaire. 500 ans avant Jésus-Christ, il y avait des orfèvres d'une qualité rare qui faisaient des pièces de beauté à couper le souffle. Et il se fait que dans le IIIe siècle, début du IIIe siècle, un royaume galate est présent dans ce qui est aujourd'hui la Roumanie, la Bulgarie, et il va rester là quelques années. Il y a à la même époque un pillage par des Belges probablement du trésor de Delphes, au nord de la Grèce. Et donc, il y a quelques raisons de croire que ce trésor qui est enfoui dans la terre de Hesbaye n'est pas seulement un trésor monétaire, c'est aussi un trésor de pièces d'art, de pièces d'orfèvrerie, de pièces superbes, qui vont donc être découvertes, ce qui sera aussi l'occasion d'aller présenter le trésor dans ces pays, Roumanie, Bulgarie, qui sont maintenant entrés dans l'Union européenne, d'entrer un peu aussi à travers le Liban dans les conflits, dans le conflit horrible qui ensanglante la Syrie. C'est l'occasion aussi de trouver le sens de l'honneur et l'orgueil des Turcs. C'est l'occasion aussi de s'interroger sur le problème de la Palestine. Et donc, j'ai voulu, à travers ce roman, ouvrir des fenêtres sur le monde d'aujourd'hui, sur aussi bien les problèmes de l'agriculture contemporaine que les problèmes de l'enseignement, on ne se refait pas, quelques touches de politique, quelques touches aussi inspirées par l'évolution des moyens de communication. C'est quelque chose qui m'étonne tous les jours, et nous en parlions aussi, Antoinette, c'est l'évolution des moyens de communication grâce à l'électronique. Il y a donc un peu de tout dans le livre, et c'est pourquoi je me flatte de dire que c'est un livre inclassable. C'est plutôt pour moi une qualité du bouquin qu'un défaut d'être inclassable. Il y a de tout. Il y a évidemment un aspect polar qui n'est pas négligeable, parce qu'il y aura quelque part un meurtre, et il y aura une enquête internationale qui va être menée, et qui va, me semble-t-il, pas une lecteur, j'ose le dire. Voilà, Antoinette, maintenant, j'ai déjà beaucoup dit, faites pas parler d'autre chose. J'ai encore une question à vous poser. J'ai beaucoup aimé les deux livres. Celui-là est, comme vous dites, un polar, donc on est tout à fait suspendu à la suite des livres. Le livre sur César est véritablement pour les jeunes un livre où on apprend d'une manière tout à fait agréable ce que t'est la civilisation romaine. La description que vous faites de la belle maison construite par les Romains, enfin par les techniques romaines, Actinium, elle s'appelait cette maison, qui était chauffée par les dalles et par les murs, c'est tout à fait moderne, on le refait maintenant, c'est tout à fait extraordinaire. Mais il y avait un autre problème qui m'a frappé, c'est les personnages tels qu'on les enseignait chez nous. Moi j'ai fait trois années de latin avec un professeur de latin, une institutrice, un professeur,
qui nous a appris le latin, et en même temps, pour nous intéresser, elle nous racontait l'histoire de Rome, l'histoire romaine. Et donc, elle nous avait présenté un personnage comme Brutus, comme un traître. C'était un traître à César, et quand elle nous avait raconté que nous avions lu en latin l'assassinat de César et qu'on retrouve son fils adoptif Brutus, moi j'en gardais un souvenir indigné. Tandis que finalement, dans votre livre, il est un démocrate. Il est un démocrate, c'est un républicain. Et donc, je pensais toujours au moment où nous avons beaucoup travaillé sur la construction d'un livre, d'un musée de l'Europe, un des penseurs de ce projet était Elie Barnaby, donc un professeur à l'université de Tel Aviv. Et il avait l'espoir de pouvoir un jour faire un livre horizontal à travers l'Europe pour raconter la perception que chacun des pays, des grands pays, avait de la même histoire finalement. Et donc, je m'interroge sur le fait de savoir comment en Italie, dans l'histoire de l'Italie et de la Gaule et de Rome, on présente un homme comme Brutus. Pour moi, c'était un traître à son père adoptif, tandis que dans le livre, il ressort comme un républicain qui défend la démocratie. Ce serait très intéressant de pouvoir faire un livre comme ça, et combien difficile, hein, parce que moi j'avais été très frappée de combien, quand on a fait l'élargissement de l'Europe et que les Hongrois et surtout les pays du Nord sont entrés, nous avions une histoire tout à fait différente. Leur histoire, c'était l'occupation par les Soviétiques, évidemment. Notre histoire, c'était l'occupation par les Allemands. C'était pas du tout la même histoire, c'était pas du tout la même réaction que nous avions les uns et les autres, et nous étions tout d'un coup dans le même ensemble historique. Donc, c'est passionnant de se poser cette question. Quelle est votre impression en tant que professeur? Je ne peux pas évidemment revenir sur ce que j'ai écrit. César, le génocidaire que j'ai présenté, est aussi un homme ambitieux dans Rome, et il va mettre au service de son ambition les moyens qu'il a acquis dans la conquête. Il va aussi poursuivre dans une guerre civile sanglante son adversaire Pompée. On est donc dans une guerre atroce, c'est la guerre civile, et certains à Rome qui sont attachés au concept républicain vont décider de l'éliminer, et c'est donc les 23 coups de couteau et le dernier porté par Brutus, à qui César a encore le temps de dire tout quoque filini. Le Jules César de Shakespeare fait beaucoup évidemment pour dénigrer Brutus, car je me souviens du discours de Marc-Antoine dans la dépouille de César dans ses bras. Il faisait un discours d'un lyrisme extraordinaire sur ce que l'impérator a apporté à Rome. Donc, n'allons pas encore une fois trancher, haïr César ou admirer César. Toujours est-il que d'un point de vue républicain, on ne peut pas évidemment contester le bien fondé de la démarche des opposants à César, sinon toujours d'aller jusqu'à l'assassinat, évidemment. Et là, ça reste tout de même encore un fait impressionnant. Mais vous m'avez posé tout à l'heure une question sur laquelle je voudrais bien évidemment revenir. Vous m'avez dit que Alana était une femme légère. Vous savez que vous portez, en parlant comme vous le faites, Antoinette, un jugement qui est marqué par l'idéologie judéo-chrétienne. C'est la morale chrétienne qui a inspiré cette vertu qui va à l'époque classique être célébrée de toutes ces formes. Dans l'état de nature, la femme suivait ses penchants naturels, il ne lui en faisait grief. Elle avait envie d'un homme, elle lui disait, l'homme avait envie d'une femme, il le lui disait. Toutes les époques, hein. Je parle de la Gaule, là. Nous sommes là avant que la civilisation marquée par le christianisme. Parce que si je vous parle alors des écarts de conduite des femmes à Rome,
Oui, 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 oui. Je pense que c'était. Juvénal dit à un moment donné que si on continue comme ça, il n'y aura plus aucun citoyen romain parce que la contraception existe et est pratiquée d'une façon qui met Rome en danger dans les couches qui sont les couches de purs romains, comme on dirait, comme on ne doit pas dire aujourd'hui en parlant des purs belges. Je me rappelle ici un débat de la semaine dernière. Donc, la morale a changé. Oui, mais vous la présentiez avant qu'elle rencontre son époux, vous la présentiez comme vraiment un prix de vertu. Hein. Oui. Eh ben, c'était très, très superficiel. Mais comme vous dites, c'était dans l'époque. J'étais un tout petit peu indigné parce que à peine son mari, qui est un homme absolument charmant, très très séduisant, hein, il faut dire, l'a quitté, qu'elle se jette sur son serviteur, et c'est elle qui prend l'initiative, Pierre. Vous ne pouvez pas contester ça. Donc, votre réponse est tout à fait satisfaisante. Les mœurs étaient différentes. Mais qu'est-ce que vous pensez, comment pensez-vous que les petits-enfants italiens et romains, comment est-ce qu'on leur apprend, quel est le rôle de Brutus? Est-ce qu'on le prend comme un traître à son père adoptif, ou bien est-ce qu'on le considère, comme vous le faites brillamment d'ailleurs, et c'est très intéressant, comme un républicain démocrate qui va jusqu'au crime? Je ne sais pas comment on le présente, mais... Ce serait intéressant de savoir. On a, Antoinette, instrumentalisé l'histoire de la Gaule suivant les régimes. Oui. Je veux dire par là que, comme nous ne connaissons rien de la Gaule, puisque les druides interdisaient au peuple d'accéder à la connaissance, le point de vue étant très fort d'ailleurs, qui possède le savoir possède le pouvoir, et les druides ne laissaient rien passer du savoir. Donc le peuple vivait dans l'ignorance. Cet état va durer jusqu'à ce que Charlemagne, l'école, sorte un peu des jeunes élites de la population. Mais il faudra vraiment attendre la Renaissance pour retrouver ce contact avec la science, avec la philosophie qui était le propre de Rome. Et donc nous allons devoir attendre pratiquement 1000 ans. Je ne sais plus quelle était votre question. Oui, l'instrumentalisation. Quand la France va, dans un élan de nationalisme, tenter de resserrer toutes les régions françaises autour de Paris, il faudra un héros à la France. Qui va-t-on prendre? Vercingétorix. Vercingétorix. Et en France, ce sera une construction puisqu'il n'y a pas de texte, je viens de le dire, il n'y a pas de texte gaulois qui nous permette de connaître l'histoire de la Gaule. On ne connaît Vercingétorix que par César. Il s'est battu pour la France, il a réuni la France dans l'opposition à l'adversaire. Donc, lorsqu'il sera question de reconquérir l'Alsace-Lorraine, Vercingétorix sera le personnage emblématique qu'il faudra mettre en valeur. C'est ça aussi l'histoire telle qu'on la concevait. On a connu aussi cette instrumentalisation en Belgique du temps de Pirenne, n'est-ce pas? Il fallait une histoire patriotique et on a construit comme ça des histoires patriotiques. Je me pose la question de savoir aussi si Ambiorix et Vercingétorix avaient des philosophies, une philosophie politique complètement différente. Ils ne s'entendaient pas bien. Hein? Je n'en ai pas l'impression, mais ce qui est certain en tout cas, c'est que l'un comme l'autre avait été remarqué par César. C'est ça. César a fait de Vercingétorix l'ami, il était l'ami de César, et Ambiorix a exactement le même titre. Et donc c'est lui qui va les tirer de la chevalerie arverne d'un côté et Buronne de l'autre, pour en faire le coadjuteur du vieux roi, en quelque sorte. Aussi bien l'un que l'autre, mais l'un, c'est Vercingétorix, a, à mon avis, une plus large ambition que Ambiorix. Ambiorix, c'est plutôt, je le verrais plutôt comme un cerveau brûlé, rusé, mais qui n'a pas l'ampleur, la vision
comment dire, général que Vercingétorix a. Ambiorix va susciter l'opposition des druides, susciter l'opposition de ce vieux roi auquel il a été adjoint. Catuvolcos va se suicider parce qu'il est opposé à la politique d'Ambiorix. Il sait que ce massacre des Romains va amener le massacre des Épirons. Et il ne s'est pas trompé, et il n'a pas voulu être partie prenante dans cette politique. Il s'est suicidé. Donc, la comparaison entre les deux, jusqu'à un moment, ça va. À un moment donné, il faut changer de point de vue. Comment? Ils ont des chemins différents. Voilà, en tout cas. Tout le long du livre sur Haïr César, on se reporte à l'époque actuelle. D'abord en se disant que quand on pense à l'horreur du génocide, Ouais. mais ça répond au génocide que nous avons connu, nous. Hein. Je veux dire, est-ce que l'être humain, à toutes les époques, est capable de ne pas parvenir, enfin nous ne sommes pas parvenus à juguler cette horreur. On pensait que c'était fini, on pense encore que c'est fini maintenant, ça pourrait très bien se reproduire. Donc, c'est ça l'intérêt du livre, c'est que vous êtes plongé dans les splendeurs de Rome et que vous avez tout le temps le sentiment que vous vivez à l'époque moderne et que vous avez l'irrésistible sentiment que ça vous porte à la réflexion sur l'époque moderne. Ça, c'est un grand compliment. C'est délibéré. Hein. Je vais vous ouvrir des bien sûr, des problèmes d'aujourd'hui à travers ici et susciter des réflexions.